Je ne sais pas si vous avez fait la fête dernièrement. C'est vrai qu'avec le Covid, la fête elle a pris un grand coup dans l'aile. Mais il n'y a pas que le Covid. En réalité, toutes nos modes de vie, cette quasi-contrainte à tout le temps faire la fête, a un peu tué la fête. Et mon invité d'aujourd'hui, Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, mais aussi le directeur d'une collection aux éditions de l'Aube, a sorti un ouvrage qui s'appelle La fête est finie. Et avec Jérémy, on parle de qu'est-ce qui s'est passé pour la fête en France. Pourquoi il envisage que la fête soit finie, l'impact des réseaux sociaux, l'impact des téléphones portables, l'impact de la fin des bals populaires, l'impact de la fin des boîtes de nuit, des soirées privées. Bref, on a une conversation qui est en fait hyper intéressante sur ce sujet qui nous concerne à peu près tous, parce qu'on a tous, je pense, malgré tout, envie de faire la fête. Donc je vous laisse écouter cet épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Jérémy. Bonjour, Comment ça va? ça va très bien et toi? Ben, ça va pas mal. Est-ce que tu vas faire la fête ce week-end? Ben, bien sûr, il faut faire la fête. Il faut toujours faire la fête pour décompresser, pour s'aérer la tête, s'aérer l'esprit et pour se changer les idées, notamment dans un moment où on nous reparle du virus, on nous reparle du Covid, on nous reparle de confinement, on nous reparle de masques obligatoires, etc., etc. Donc, je crois que s'il y a justement un moment où il faut faire la fête avant que tout ne referme, c'est justement maintenant et c'est justement ce week-end. Est-ce qu'il y a, et c'est ce que tu décris un peu dans ton bouquin, une sorte... alors peut-être qu'on peut d'abord commencer par, c'est quoi la fête? Ça peut être une bonne question Ouais. à se poser au début. T'as raison, c'est une bonne question d'introduction. La fête, c'est un peu ce que je disais au tout début. C'est un moment séparé du reste de notre vie au quotidien. C'est un moment séparé, tu vois, de notre banalité et de la misère un peu de notre quotidien. C'est un moment à part. Où justement on laisse de côté le temps d'une soirée ou le temps du week-end nos problèmes perso, nos problèmes d'argent, nos problèmes de famille, nos problèmes de cœur. Voilà, c'est un moment justement où on laisse en dehors de la piste de danse, où on laisse sur le pas de la porte tous nos petits soucis du quotidien, tous nos petites angoisses et tous nos petits problèmes personnels pour penser à autre chose et pour s'aérer un peu l'esprit et s'aérer les idées. Et puis, il y a un élément tu vois, je pense qui est très important quand on parle de fête, c'est la dimension collective de la fête. Et c'est pour ça que moi, le sujet, il m'a intéressé, il m'a amusé. C'est que, en fait, la fête dit beaucoup de notre rapport au collectif et la fête, par définition, c'est un rapport au collectif. On fait pas la fête tout seul. Tu fais pas, toi, la fête tout seul dans ton appart, Ça dans ta arrive, Jérémy. maison. Ça arrive. Bon, écoute, je ne te jette pas la pierre. Je te jette pas la pierre, mais je pense que la fête individuelle et la fête solitaire, la fête en apéro Zoom n'est pas la fête. Tu vois, pour reprendre Bien sûr. un phénomène que les uns et les autres ont peut-être encore en tête, quand bien même on est sorti de confinement depuis maintenant un petit moment. Et donc voilà, la fête, c'est moment séparé du reste, moment où on laisse de côté ses problèmes perso et moment où on est avec les autres. C'est un moment collectif par essence. Et alors justement, tu parles de moments collectifs, mais est-ce que Instagram et de manière plus générale les réseaux sociaux, ça a pas un peu tué ça? Ça a pas un peu cassé justement cet esprit de la fête? Et est-ce que, à l'inverse d'être dans une célébration de la vie, on n'est pas dans une célébration de soi quand on fait la fête aujourd'hui? Si, absolument, c'est exactement ça. Je pense, en tout cas, dans ce qui a abîmé la fête, les téléphones et les réseaux sociaux, effectivement, ont une grosse part de responsabilité. Il y a une phrase, moi, que j'aime bien, tu sais, c'est 50% de la fête, c'est la façon dont on la raconte. La moitié de la fête, c'est la façon dont on la raconte. En gros, on a tous l'expérience, tu vois, d'un lendemain de fête où on passe 2 heures ou 3 heures au téléphone avec nos potes qui étaient avec nous en train de faire la fête ou alors qui n'étaient pas là, mais on passe du temps au téléphone avec eux pour se remémorer ce qui s'est passé, pour leur raconter ce qui s'est passé. Tu sais, pour se dire ah, tu te souviens à 2 heures du matin, à un moment donné, telle ou telle personne a été danser avec telle ou telle personne, ou ah, et tu te souviens quand à 3 heures on est finalement parti à une autre soirée, ou quand la soirée a commencé à dégénérer. Bon, voilà, la fête, il y a une part de récit en fait qui est très importante dans la fête. Le problème, c'est qu'en fait, avec les réseaux sociaux, avec effectivement Instagram, avec Facebook et avec toutes les applications qu'on connaît,
la fête, elle se raconte maintenant en direct. Et c'est-à-dire qu'on a tous l'expérience de gens qui passent leur temps lors d'une soirée à prendre en photo en direct ce qu'ils sont en train de voir et ce qu'ils sont en train de vivre, filmer même en direct des moments de danse, des moments de chant et filmer en direct, un peu comme tu vois, un journaliste de chaîne d'infos en continu qui quasiment te tiendrait informé minute par minute de l'évolution de la situation. Bon, bah ça casse le récit de la fête parce que par définition, bah finalement, le lendemain, t'as plus rien à raconter parce que tous les gens qui étaient autour de toi, de toute façon, bah, ont fait exactement la même chose que toi, à savoir la filmer. Et tous les gens qui n'étaient pas à la soirée, tous les gens qui n'étaient pas en train de faire la fête avec vous ont vu exactement ce que vous avez fait et ce que vous avez passé et le temps que vous avez passé lors de la soirée parce que bah, ils l'ont vu sur les réseaux, ils l'ont vu sur Insta, ils l'ont vu sur Facebook. Donc effectivement, les réseaux, ça a beaucoup abîmé et ça a rendu malade la fête dans cette absence maintenant de récit qu'on en fait le lendemain. Et évidemment, c'était aussi le début de ta question, ça abîme beaucoup la fête parce que c'est le signe, en tout cas, d'une société quand même très narcissique. Parce que quand les uns et les autres filment, ils filment pas forcément les gens qui sont autour d'eux, mais ils se filment eux-mêmes. Ils se prennent en selfie, ils se filment eux-mêmes en train de faire la fête. Et c'est pour ça que je pense que tous ces outils-là, en fait, ont créé un phénomène qui est que on se regarde beaucoup plus faire la fête qu'on ne l'a fait. Et c'est ça, effectivement, qui abîme la fête collective, spontanée, avec autrui et telle qu'on l'entendait par le passé. Donc peut-être qu'il faudrait interdire les téléphones à l'entrée des fêtes. Totalement. Il y a mais moi, je suis grand partisan de ça. Je suis un grand partisan de ça. D'ailleurs, tu as des boîtes de nuit en Allemagne qui ont commencé justement à s'y mettre et qui ont commencé à poser comme condition et à imposer comme condition pour rentrer dans la boîte en question que tes téléphones et que vos téléphones devaient être posés dans le vestiaire, un peu comme on pose des téléphones avant de rentrer dans un conseil des ministres. Alors, je suis pas ministre et je n'ai jamais été, donc ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que ça se passe comme ça pour le coup. Et effectivement, je trouve ça très bien qu'à un moment donné, on pose les téléphones et qu'on les laisse en dehors de la piste de danse, parce que au-delà du fait que avec vos téléphones, en fait, vous gâchez vous-même le moment, parce que vous ne profitez pas des autres et vous filmez en direct le truc, donc ça pète le récit comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça crée aussi des comportements assez standardisés et assez artificiels, parce que par définition, vous avez plein de gens qui vont se comporter d'une façon très différente parce qu'ils savent que ils peuvent avoir le risque d'être filmés, ils peuvent avoir le risque d'être pris en photo et personne n'a envie de se retrouver en photo le lendemain sur les réseaux sociaux ou dans un film sur les réseaux sociaux en train de danser ou en train de faire le fou parce que l'image qu'on a de nous dans une fête n'est absolument pas l'image que l'on renvoie quand on est dans la sphère professionnelle, par exemple. Et donc le problème des téléphones dans une fête, c'est que ça aseptise beaucoup les comportements, les attitudes. On s'empêche de faire beaucoup de choses par crainte d'être filmé, par crainte d'être pris en photo. Et par ailleurs, ça crée des attitudes, des comportements qui sont justement liés au fait d'être pris en photo. On a tous l'expérience d'amis à nous, ou de nous-mêmes d'ailleurs, qui faisons à un moment donné une pause ou se mettons à chanter d'une façon très particulière parce qu'on sait qu'on est en train d'être filmé. Et donc, on se met en scène et on se met en pause. Et ça, en fait, ça annihile beaucoup un comportement et une attitude légère qu'on devrait normalement avoir dans une fête, mais la légèreté qui disparaît effectivement à partir du moment où on sait qu'on est filmé en direct, un peu comme quand un responsable politique est filmé aussi lors d'un déplacement ministériel. Ça c'est hyper intéressant parce qu'effectivement tu vois, moi ça m'a toujours marqué, tu vois, sur les réseaux sociaux des gens qui parfois tu sais tu vois le début de la story et en fait ils font rien et ils sentent qu'ils sont filmés, du coup ils commencent à danser de manière un petit peu tu sais forte, on va dire, parce qu'il y a aussi peut-être cette injonction à la fête, c'est-à-dire il faut être heureux, il faut montrer que tout va bien. Est-ce qu'il n'y a pas justement un peu une injonction à cette fête? Est-ce qu'on n'est pas dans une époque qui est supposée hyper festive? Si, absolument. Il y a un truc où justement, tu vois, c'était très frappant au tout début du confinement, la façon dont les uns et les autres, effectivement, ont mis en scène leur bonheur, ont mis en scène leur petite vie cool, etc., pour bien montrer que, en fait,
leur vie restait cool, leur vie restait agréable et leur vie restait excitante et palpitante. Et effectivement, il y a une espèce d'injonction dans l'époque dans laquelle on est à montrer en fait qu'on vit des moments cool, à montrer qu'on vit des moments sympas, à montrer que notre existence est sympa et un peu cool. C'est un peu la compétition du bonheur en fait sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook et tout. Donc il y a une espèce d'injonction qui crée du coup beaucoup de comportements un peu factices. Il y a une espèce de compétition de photos cool effectivement sur les réseaux. Et par ailleurs, tu parles de festivisation et effectivement c'est un sujet que j'ai abordé dans le livre. Ça a été théorisé par un écrivain qui s'appelle Philippe Muret et la festivisation effectivement c'est le sentiment que finalement, ça peut être la fête tout le temps et il peut y avoir de la fête partout. Alors que par définition, pour revenir sur ce qu'on se disait au début de l'émission, la fête, c'est normalement un moment à part, c'est un moment séparé. Pour qu'il y ait fête, ça veut dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de fête. Sinon, la fête, par essence, elle disparaît, elle perd de son intérêt. Sauf que l'époque, effectivement, dans laquelle on est, il y a un côté fête permanente. Alors, c'est pas des vraies fêtes, mais c'est des éléments et des outils, des monuments qui prennent la trace d'une fête. Tu te balades dans des magasins, balade-toi, par exemple, dans le magasin Sephora sur les Champs-Élysées. Tu as le sentiment de rentrer dans une espèce de boîte de nuit avec le son d'un DJ et avec du parfum partout qui te donne le sentiment d'être dans une boîte avec tout un tas d'individus parfumés à outrance, etc. Tu te balades dans les rues des grandes métropoles et dans les grandes villes, tout est fait pour te donner un espèce aussi d'expérience un peu cool, un peu festive, comme si un peu tu te baladais dans un parc d'attractions. Balade-toi dans des monuments historiques, qui portent pourtant beaucoup de gravité et qui ne sont par essence pas très festifs, et tu t'aperçois que de plus en plus de monuments, pareil, intègrent une partie un peu cool, un peu sympa, pour donner le sentiment qu'aussi c'est un petit peu une fête. Tu vois, je suis hyper frappé de voir que des musées comme le musée de l'immigration à Paris, qui est pourtant par essence plein de gravité et qui n'est pas le truc le plus drôle et le plus festif, et c'est très bien parce que faut y justement des endroits plein de gravité, plein de teneur. Le musée d'immigration accueille chaque année la Fashion Week et accueille des défilés de la Fashion Week comme pour montrer que le cool peut être partout et que la fête peut être partout. Et quand la fête est partout, finalement, ça signifie que la fête, elle est nulle part, et ça veut dire que la fête qu'on connaît effectivement le vendredi soir ou le samedi soir est diluée dans ce flux permanent de festifs dont on a le sentiment qu'il est un peu partout. C'est un peu la même chose d'ailleurs dans la sphère professionnelle. Tu as le sentiment maintenant que, en fait, dans les entreprises, et notamment dans les grandes entreprises, la multiplication des pots de départ, la multiplication des after-work, la multiplication de tous ces moments un peu cool, rendent en fait la fête du vendredi soir et samedi soir moins originale et moins extraordinaire, parce que tu as le sentiment que déjà toute la semaine, tu as fait la fête à peu près tous les soirs entre la multiplication des pots, des after-work et de toutes ces conneries venues tout droit des États-Unis. Ça fait un peu penser au Chief Happiness Officer, tu sais. Absolument, c'est exactement ça. Le Chief Happiness Officer est exactement le symbole de l'injonction à la fête dans les entreprises, mais qui en plus est un problème, je pense, parce que tu vois, la fête, normalement, c'est le désordre. La fête, c'est la rupture avec l'ordre établi. C'est quelque chose d'un peu immaîtrisable. C'est quelque chose sur lequel, finalement, les pouvoirs publics n'ont pas la main. C'est quelque chose sur lequel la sphère professionnelle n'a normalement pas la main. Sauf que la fête en entreprise, la fête développée par la sphère professionnelle, finalement, donne le sentiment que c'est la société capitaliste, en fait, qui essaie de maîtriser aussi la fête. En multipliant les after-work et tout, en fait, ça permet au monde de l'entreprise, à la sphère professionnelle, de maîtriser la fête, de la contrôler. C'est beaucoup plus rassurant pour des patrons de savoir que leurs salariés font la fête en after-work ensemble, de façon organisée, quand c'est organisé et piloté par l'entreprise, plutôt que de les savoir un peu partout dans la ville à faire la fête de leur côté sans trop savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, il y a une espèce de volonté comme ça de maîtrise de la fête de la part de l'entreprise qui effectivement fait que la fête n'est plus tellement une rupture avec l'ordre établi. Et un dernier élément sur ça, la fête en entreprise, c'est aussi utilisé comme un produit dopant pour être plus performant le lendemain. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez effectivement partie de patrons qui peuvent se dire si je maîtrise la façon dont mes salariés font la fête, si j'organise moi-même la fête, ils vont être heureux, donc ils seront plus performants demain. Ils seront plus performants le surlendemain, ils seront heureux d'être dans la boîte. Alors que normalement, la fête, elle est gratuite, elle est désintéressée. Il n'y a pas d'objectif
au-delà d'être heureux, au-delà d'être bien. Et donc, voilà, la fête qui commence à devenir un produit dopant pour être plus performante, je crois que c'est déjà le début de la fin. Et puis, enfin, pour revenir sur ce que tu disais sur la fête est partout et du coup la fête est nulle part, il y a aussi, je pense, Instagram principalement, mais ça peut être TikTok ou Snapchat ou pour les plus vieux Facebook, qui déforment la réalité, c'est-à-dire que tu as l'impression que la vie des autres est une fête. Et du coup, par définition, la tienne, enfin les moments où justement tu ne fais pas la fête, tu te dis bah mince, ma vie en fait elle est ratée ou elle est pas aussi valable peut-être que celle des autres. Il y a aussi peut-être Ouais. une injonction qui se joue à cet endroit-là, non? Ouais, ça génère effectivement, je crois que l'élément central dont tu parles, c'est qu'en fait, ça génère énormément de frustration et qu'en fait, cette époque-là, effectivement, est génératrice de frustration. La frustration, elle a des conséquences effectivement terribles parce que elle vous fait sentir seul, elle vous fait sentir un peu en mode loser, elle vous fait sentir triste et ça crée jamais rien de bon, la frustration. Et par ailleurs, pour reprendre l'exemple effectivement que tu utilises sur le côté quand tu regardes et quand tu te balades sur les réseaux, tu as le sentiment que la vie des autres est beaucoup plus cool que la tienne. Bien sûr. En fait, il y a un élément, je trouve, effectivement, qui est central pour montrer comment aussi ça a abîmé la fête. C'est que avant, en gros, tu allais dans un lieu le vendredi soir ou le samedi soir et tu t'y tenais, tu y restais. Parce que soit c'était le lieu un peu traditionnel avec tes potes et que c'était le lieu dans lequel vous aviez vos habitudes. Et donc, en gros, voilà, vous étiez fidèle à des lieux. Vous étiez fidèle à une boîte, vous étiez fidèle à un bar, vous étiez fidèle à un bal, vous étiez fidèle en tout cas voilà, à des lieux qui étaient une espèce de passage obligé, un espèce de rite de passage lors de chacune de vos soirées et lorsque le week-end arrive. Le problème avec les réseaux, c'est qu'en fait, ça te donne le sentiment que l'herbe peut toujours être plus verte ailleurs. Et c'est-à-dire qu'en gros, il est 21h, 22h dans une soirée, et là, tu te balades sur les réseaux, effectivement, tu tombes sur une super fête qui a l'air très cool à quelques kilomètres de là où tu es. Et là, ça te donne tout de suite le sentiment qu'en fait, ce que tu fais est moins bien. Et donc, tu vas décider de partir. Tu vas décider d'aller à la soirée qui est définie comme la soirée où il faut absolument être. Tu vas choisir de te dire, ah bah mince, je suis en train de louper là quelque chose d'hyper cool, où il faut être, où toute la hype un peu de la ville est. Et donc, voilà, ça casse justement cette fidélité et en fait cette légèreté que tu as effectivement quand tu débarques dans un lieu, parce qu'en fait ça, je disais, ça génère de la frustration, mais ça génère aussi le sentiment que l'herbe peut être plus verte ailleurs et qu'en gros tu ferais mieux d'aller et de partir de là où tu es, parce qu'en fait ça a l'air beaucoup plus cool l'endroit qui est en train d'être posté partout sur les réseaux et que tu viens de voir sur ton téléphone. Ouais. Et il y a même un effet que moi j'ai pu constater à New York qui est encore pire que celui-là, c'est-à-dire que tu fais plusieurs fêtes dans la même soirée, c'est-à-dire qu'en fait tu as tellement de ce qu'on appelle du FOMO, donc la peur de rater quelque chose, que tu fais une fête de, je sais pas, de 7h à 21h avec certaines personnes, et puis après à 21h tu vas prendre un Uber ou je ne sais quoi pour aller dans une autre fête, puis peut-être une troisième fête, et en fait tu essayes de maximiser et finalement tu passes, je crois, enfin moi c'est la sensation que j'ai, complètement à côté de la fête justement. T'es tellement concentré à montrer que t'as une vie cool et à essayer d'être présent là où ça doit être cool que tu passes à côté, j'ai l'impression. Ouais, t'as raison, c'est exactement ça. Alors, il peut y avoir un aspect évidemment marrant, et on l'a tous fait, hein, à faire 2 soirées le samedi soir, à faire 2 soirées le vendredi, etc., parce qu'il y a des soirées qui se terminent plus tôt et d'autres qui se terminent plus tard. Donc, évidemment, ça, il y a un côté aussi très drôle parfois à faire ça. C'est pas le sujet. Sauf qu'effectivement, comme tu le décris, et je suis totalement d'accord avec toi, il y a un espèce de côté, il faut cocher la case. C'est-à-dire qu'on sait que le vendredi soir ou le samedi soir, tu as un certain nombre de cases à cocher pour que le dimanche, tu te dises ah ben c'est bien, je suis allé dans tous les endroits qu'il fallait aller et dans lesquels il fallait aller pour en gros me sentir bien intégré et bien intégré dans le film des trucs qui sont un peu cool. Et justement, ce côté cocher des cases, en fait, te fait passer à côté des moments sympas qui nécessitent du temps. Pour passer des moments sympas avec les gens, il faut du temps. Et en fait, c'est ça, je trouve, que casse justement ce côté multiplication et cocher des cases lors d'un samedi soir pour aller dans tous les endroits où il faut aller absolument aller. C'est qu'en gros, ça te casse le temps nécessaire et le temps long nécessaire pour passer un bon moment avec les gens, le temps long nécessaire pour
apprendre à connaître des gens que tu ne connaissais pas et que tu as rencontrés lors d'une soirée. Et effectivement, tu perds du coup tout le sel d'une fête, à savoir la rencontre avec quelqu'un qui va durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, et au moins le lendemain, tu seras content justement d'avoir rencontré une personne en question, d'avoir dansé avec, d'avoir passé du temps avec, etc., etc. Et donc, ouais, on casse le temps long qui est pourtant nécessaire, d'une part, à la légèreté, le temps long nécessaire pour être léger, pour se sentir apaisé, parce que la multiplication et un peu cette dictature de l'urgence et cette dictature de l'immédiateté, en fait, elle rend des individus absolument pas sereins, parce qu'en permanence, ils s'interrogent sur ah mince, quelle heure il est parce qu'il faut que je parte à une autre soirée, ah mince, quelle heure il est parce qu'il faut de nouveau que je parte à l'autre soirée, et cette espèce de société du chronomètre, tu vois, en fait, casse effectivement la légèreté, la spontanéité et le temps long nécessaire pour passer une bonne soirée. Et puis, la fête, c'est aussi une forme de mixité sociale. Est-ce que c'est de la mixité sociale ou est-ce que c'est, comme Bourdieu le dit, de la reproduction sociale? Ou est-ce que ça a changé justement avec le temps? Alors il y a les deux, effectivement. Il y a toujours eu effectivement des fêtes utilisées justement pour reproduire un milieu social, des fêtes d'entre-soi, des fêtes de bourgeois d'une part, des fêtes de prolos d'autre part. Bon, ça c'est pas nouveau. Sauf qu'effectivement, je pense que ça a eu tendance à s'accélérer, à encore plus se polariser, parce qu'effectivement en tout cas, c'est ce que je dis dans le livre. Je pense qu'on a perdu des lieux des lieux festifs qui étaient des lieux symboliques de la mixité sociale. Je parle de 3 lieux dans le livre. Tu vois, les bistrots que Balzac appelait le Parlement du peuple. Tu vois, les bistrots, on en avait 200 000 dans les années 60 en France. On est tombé à 40 000 aujourd'hui. Ça veut dire que tu as 2 tiers des communes françaises qui n'ont plus de bistrots. Je parle des boîtes de nuit qui sont aussi des moments de rencontres importants, tu vois, notamment dans les zones rurales et notamment en province. On en avait 4 000 avant le début du confinement. On en avait 4 000 il y a 40 ans et on en avait perdu plus de la moitié avant même le début du confinement. Donc, c'était déjà des processus de délitement et de destruction et de disparition qui étaient bien enclenchés avant la crise. L'autre élément, effectivement, qui était un lieu festif de mixité sociale par excellence, c'était les bals populaires. Sauf que les bals populaires, pareil, ils ont eu tendance à se réduire comme peau de chagrin au cours des 40, 50 dernières années en France. Ce sont des lieux maintenant considérés comme ringards par la jeune génération. Et donc, effectivement, normalement, la fête, il y avait une dimension mixité sociale, il y avait une dimension de bifurcation. Tu vois, c'est notamment la raison pour laquelle tu vois, c'est d'abord avant tout sur des lieux festifs que se rencontrent les couples. Quand tu interroges les couples dans des grandes enquêtes d'opinion sur leur lieu de rencontre et sur la façon dont ils se sont rencontrés, le premier lieu qui sort, ce sont les lieux festifs. Bien avant la sphère professionnelle, bien avant la sphère familiale, etc., etc. Mais parce que en fait, la fête, c'est normalement un moment où justement tu peux rencontrer des gens plus beaux ou plus moches que toi, des gens plus intelligents ou plus débiles que toi, des gens d'un autre milieu social que le tien. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la beauté des couples et la richesse ensuite des couples. C'est l'alliance des contraires, c'est la fusion des choses qui n'ont pas grand-chose à voir au départ. Et donc la fête qui est normalement une bifurcation de son existence, tu vois, je prends l'exemple un peu amusant dans le livre de Rose et de Kate, de Rose et de Jack, pardon. Ouais, de Rose et de Jack dans le Titanic, où justement là c'est l'alliance dans une fête un peu irlandaise sur le Titanic, c'est l'alliance entre un prolo et une bourgeoise, et c'est ça qui fait bifurquer leur existence, et c'est ça qui les fait tomber amoureux à la fin et qui va faire en sorte que ils se mettent ensemble. Bon, c'est un exemple qui peut sembler un peu anecdotique, mais c'est bien pour montrer que la fête, c'est un moment justement de rencontre entre des milieux sociaux différents. C'est un moment où tu vois, Madame Bovary, le bal de Vaubyessard, c'est le moment où elle goûte des saveurs qu'elle n'avait jamais goûtées auparavant. C'est le moment où elle goûte des aliments qu'elle n'avait jamais goûtés auparavant. Il y a une part du coup d'inconnu normalement dans la fête et de découverte de l'inconnu dans la fête, effectivement, qui a tendance à disparaître aujourd'hui avec le développement, notamment, et ça j'en parle dans le livre, de la fête à la maison, qui a tendance à développer finalement la fête de l'entre-soi, la fête filtrée, où on maîtrise des gens qui sont là, où on connaît beaucoup effectivement de gens qui sont présents, et donc il y a une part de risque et de goût du risque et du goût des autres effectivement qui disparaît avec cette époque un peu de la bulle et de l'entre-soi.
Mmh. Et tu faisais référence, mais c'est vrai que la fête à l'origine, c'est aussi l'endroit de la drague. Mm. Même si moi j'ai toujours été absolument incapable de draguer qui que ce soit dans une fête, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y a une forme de flemme de la cour amoureuse à cause des apps de dating? Parce que moi je connais quand même pas mal de gens qui utilisent cette app, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui permet de trouver des gens à proximité qui sont célibataires. Ouais. Et donc ils rentrent dans une soirée ou dans un bar ou dans un resto, ils vérifient qui est célibataire en gros dans le resto ou dans l'endroit et ils ont cette flemme ou voire ils le font même plus finalement, ils ont la flemme et ils le font via les apps. Bah ouais, t'as raison de parler de ça parce que justement, si je dis que la fête elle est malade et qu'en tout cas elle ne ressemble plus à ce qui devrait normalement être une belle fête, c'est qu'en fait avant c'était la condition pour trois choses. La fête c'était la condition pour danser. Tu allais dans une fête pour danser, c'était le moment et un des rares moments effectivement que tu avais pour aller danser. Bah balade-toi sur TikTok aujourd'hui, t'as le sentiment que tous les jeunes se trémoussent et dansent très bien seuls dans leur appart, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre à coucher, absolument seuls, sans avoir besoin d'une piste de danse avec des gens autour pour danser. Bon, ça c'est le premier élément. Par ailleurs, la fête c'est plus une condition, tu vois, pour écouter de la musique. Alors qu'avant c'était la condition pour écouter de la musique, mais la fête c'est plus une condition pour écouter de la musique. La musique elle est partout dans nos vies, elle est greffée à nos oreilles en permanence, elle est présente absolument dans l'ensemble de l'espace public et donc la fête est plus une condition essentielle effectivement pour écouter de la musique. Et bah le troisième élément pour répondre à ta question, c'est effectivement que la fête c'était une condition avant pour draguer. Fête et drague c'était un couple tu vois solide. On savait qu'effectivement une partie de la fête avait pour objectif aussi de draguer et de faire rencontrer des gens comme on l'a dit tout à l'heure pour qu'à la fin peut-être ils vivent une histoire que ce soit une histoire d'une soirée ou que ce soit une histoire d'une année ou que ce soit l'histoire d'une vie à la fin bah, effectivement tu parles des applis je pense que les applis font que la fête et les applis de rencontre, pardon, font que la fête est moins essentielle. Effectivement, pour draguer, la fête n'est plus une condition pour rencontrer des gens, pour avoir des rapports sexuels ou pour tomber même amoureux de personnes à la fin. Notamment effectivement parce qu'il y a cette montée de la flemme dont tu parles très bien et ça je suis totalement d'accord et par ailleurs parce que bah, en fait on ne veut plus perdre notre temps. Tu vois, je parlais tout à l'heure de la façon dont effectivement les outils technologiques cassent le temps long et en tout cas notre habitude à prendre le temps de faire des choses, à prendre le temps de rencontrer des gens, à prendre le temps de discuter avec eux, bah, ces outils aussi, en gros, nous font dire qu'on n'a pas de temps à perdre pour rencontrer des gens. C'est-à-dire que normalement, effectivement, quand tu débarques à une soirée, bah, en fait, il y a une part de risque, il y a une part de hasard. Peut-être que la personne avec laquelle tu vas commencer à discuter et avec laquelle tu vas discuter pendant 4 ou 5 heures, peut-être qu'à la fin, il ne va rien se passer. Et en fait, c'est pas grave, et c'est pas grave, c'est le jeu et ça participe du jeu. Il ne va rien se passer parce qu'en fait, à la fin, vous n'allez pas forcément vous plaire, ou à la fin, la personne en question va te dire, bah non, désolé, en fait, je suis avec quelqu'un et je suis en couple, donc merci, c'était cool et à bientôt. Et donc, tu vas te dire, ah mince, j'ai perdu 5 heures à discuter avec quelqu'un avec laquelle je suis pas rentré. Bon, est-ce que c'est grave? Je crois pas que ce soit grave. C'est pas très grave, tu vois. Prochain coup, tu auras plus de chance. Et des fois, la dernière personne avec laquelle tu vas parler dans une soirée, vous allez discuter pendant une demi-heure et c'est la personne avec qui, à la fin, peut-être tu vas te marier dans les 2 ans ou 3 ans à venir. Donc voilà, il y a un rapport de hasard. En fait, il y a un rapport de chance aussi dans les gens qui viennent draguer dans une soirée. Et effectivement, les applis viennent casser ça parce qu'en gros, tu maîtrises et tu contrôles exactement ce que tu veux. Et au même titre que les applis pour te faire livrer des plats te permettent voilà, de te faire livrer en mode sur mesure ce dont exactement tu as besoin, ce dont tu as envie à l'heure à laquelle tu te trouves désormais, qu'il soit midi ou qu'il soit minuit. Les applis de rencontre, pareil, te permettent de te faire livrer des individus à midi ou à minuit en fonction des goûts et en fonction de ce que tu as envie de faire à l'heure à laquelle il est. Donc voilà, ça casse le hasard, la spontanéité et le hasard d'une rencontre lors d'une soirée, et c'est ce qui fait qu'effectivement la fête perd de sa superbe et que la drague n'est plus effectivement intrinsèque à la fête. Et ce qui pose d'ailleurs, tu vois, pour terminer là-dessus, ce qui pose des problèmes, notamment, tu vois, dans les zones rurales et ce qui a posé beaucoup de problèmes, tu vois, aux agriculteurs, tu vois, dans les années 60-70. En gros, la disparition des bals populaires, qui étaient normalement des rares lieux justement de rencontres
entre les agriculteurs et des femmes, ou en tout cas avec d'autres personnes, la disparition de ces lieux-là ont fait que tu as eu une montée du célibat dans les zones rurales et chez les agriculteurs qui a été terrible et qui les a beaucoup plus isolés qu'ils n'étaient auparavant. Avant, c'était un des rares lieux justement pour qu'ils puissent rencontrer des gens, pour qu'ils puissent rencontrer des gens avec qui ils allaient se mettre en couple et allaient se marier plus tard. La disparition de ces lieux-là font que du coup les célibataires ont de plus en plus de mal à sortir de leur célibat, en tout cas dans ces territoires-là. C'est moins vrai dans les grandes métropoles, etc. Parce que tu l'as dit, les outils, les applis, etc. permettent du coup de compenser la disparition de lieux collectifs et la disparition de lieux festifs. Une des choses que je me demande aussi, c'est de savoir si finalement notre peuple il est quelque part inadapté à la fête. Je pense entre autres à cette statistique que tu remontes, qui est que 50 à 70% des appels à la police dans le Grand Est, je crois de mémoire, étaient en fait de la délation de fête. Donc il y a quelque part cette injonction à la fête. Et puis quand tu parlais tout à l'heure des fêtes à la maison, en fait les voisins ils aiment pas trop que les autres fassent la fête à côté de chez eux finalement. Ouais, je pense que tu as eu plusieurs choses qui ont été mises en valeur pendant la crise et pendant les confinements. Tu as un élément effectivement qui est lié à l'exacerbation de l'égoïsme et de la jalousie et finalement l'illustration des plus bas instincts, à mon sens, tu vois, de la condition humaine. Effectivement, tu parles de la délation. Tu sais, ça m'amusait beaucoup. Tout le monde nous parlait dès le début du confinement que les relations de voisinage, allaient être revalorisées, allaient être sublimées, parce que il y aurait beaucoup d'entraide. Il y aurait des gens qui s'aideraient à faire les courses, qui s'aideraient à se préparer des petits plats et qui seraient entre guillemets solidaires et fraternels comme ils ne l'avaient jamais été auparavant. Et qu'en gros, il y avait un petit côté, c'est le retour de la fête des voisins. Moi, ça me faisait assez marrer parce qu'en fait, quand tu regardes effectivement la moyenne des appels reçus par la police et la gendarmerie dans les grandes métropoles au cours des 15 premiers jours du confinement, en fait, ce sont des appels de délation et de dénonciation de voisins qui dénoncent d'autres voisins parce qu'ils considèrent qu'ils sont en train de mal se comporter en temps de Covid. C'était des gens qui appelaient pour dire mon voisin a été faire des courses au-delà du temps qui normalement est au-delà du temps pardon permis effectivement par les autorités pour aller faire ses courses. Ce sont des gens qui appelaient pour dénoncer leurs voisins qui étaient en train de jouer au foot en bas avec leurs gamins. Et effectivement, c'était des gens qui appelaient pour dire il y a un peu trop de bruit dans l'appartement au-dessus de chez moi. Je suis sûr qu'il y a une petite fête illégale, etc., etc. Donc en gros, voilà, la fête des voisins, je veux bien, mais quand on voit ce type de comportement, ce type d'attitude, qui viennent aussi de ce qu'on a évoqué un peu au début. De frustration et de jalousie de personnes qui étaient jalouses effectivement quand elles observaient les bonnes situations ou les meilleures situations de confinement de leurs voisins par rapport à leur propre situation. Donc effectivement, la montée de l'égoïsme, la montée de l'individualisme et la montée de la jalousie qui crée ce type d'attitude, effectivement, à mon sens, sont assez incompatibles avec un esprit festif. Et il y a un autre élément, effectivement, dont tu parlais et qui est très important dans ta question, c'est le rapport au bruit. Le rapport au bruit, à mon sens, c'est l'une des illustrations qui fait qu'en fait, ce peuple est de moins en moins festif parce que, je sais pas si tu vois, mais depuis le confinement, finalement, les habitants, notamment dans les grandes métropoles, ils ont goûté à l'expérience du chant des oiseaux. Ils ont goûté au calme en fait de la ville. Ils ont goûté à une ville calme, sereine, où effectivement on entendait juste les mouches voler, où on n'entendait plus le bruit des voitures et plus le bruit de la ville. Et donc depuis la reprise, depuis notamment septembre dernier, les grandes métropoles et les maires de grandes métropoles doivent gérer un élément de plus en plus important qui sont les nuisances sonores. En gros, ces habitants de grandes métropoles ne supportent plus le retour à la normale, ne supportent pas le retour du bruit dans la ville, alors que la ville, elle est bruyante par définition, elle est tumultueuse, le bruit fait partie intrinsèque de la ville, mais en gros, ces gens-là ne supportent plus le retour au bruit et donc voudraient finalement continuer à vivre en ville avec le bruit de la campagne et avec le son de la campagne. C'est un peu les roses sans les épines. Sauf que la baisse de notre seuil de tolérance au bruit
à mon sens, est l'illustration voilà, d'une société de plus en plus égoïste, de plus en plus intolérante, et qui est difficilement compatible, à mon sens, avec un esprit festif, avec un esprit justement tolérant. Et parce que pour avoir un esprit festif, effectivement, il faut avoir une base de tolérance vis-à-vis de la fête que les uns et les autres font au-dessus de chez toi ou en bas de chez toi, vis-à-vis des bruits qui tombent ou qui cassent dans ta rue parce qu'il y a un bar en bas de chez toi. Bon, le problème, c'est que ce seuil de tolérance-là au bruit, il a considérablement baissé, il s'est considérablement amenuisé, notamment depuis la crise, et que ça, effectivement, c'est difficilement compatible avec un esprit festif, notamment dans les villes. Et alors, j'imagine qu'on t'a fait la référence à peu près 50 000 fois, mais c'est vrai que pendant le confinement, tout le monde justement a fait référence à Hugo et à ce bouquin que tu connais nécessairement, qui est Paris est une fête, dont tout le monde, enfin, je crois que les ventes ont explosé d'ailleurs de Paris est une fête pendant ou post-confinement, je me souviens plus très bien. Est-ce que Paris c'est toujours une fête du coup? Alors, justement, c'est un bon, c'est un bon exemple. Alors, en gros, alors Paris est une fête, qui est un livre d'Hemingway, Pardon, et pas Hugo. Oui, c'est pas Hugo, je suis bête. Je t'en prie, je t'en prie. C'est un livre d'Hemingway, et en fait. Alors, ce livre-là, les ventes, elles ont augmenté considérablement, et c'est une espèce de mode d'acheter effectivement Paris est une fête d'Hemingway après les attentats de 2015. Ça a été à ce moment-là vraiment que les livres ont été achetés massivement, et qu'il y a eu une espèce d'injonction à acheter Paris est une fête. Et justement, ce que je trouvais moins intéressant en regardant un peu effectivement les chiffres de vente absolument dingues qu'il y a eu une semaine après les attentats de novembre 2015, un mois après les attentats de 2015 vis-à-vis de ce livre, c'était que finalement il y avait un côté un peu surjoué et un peu enfantin, comme pour se rassurer que finalement les attentats n'avaient rien changé et n'avaient rien modifié dans nos comportements et dans notre insouciance et dans notre légèreté à faire la fête. Alors qu'en fait, moi je crois absolument pas. Je pense que justement dans le livre, je parle beaucoup de la fin de la fête en raison de la fin de l'insouciance, en raison de notre insouciance délitée et abîmée. Et notre insouciance et notre légèreté, elle a beaucoup été abîmée, justement, depuis les attentats de 2015 à Paris, et notamment novembre, parce qu'il ne faut pas oublier que les attentats de novembre 2015, ça a d'abord touché des lieux festifs, terrasses de café, une salle de spectacle notamment. Et donc, on ne peut pas revenir à la normale après ce type d'événement. Quand bien même on joue le côté retour en terrasse et génération terrasse le lendemain ou le surlendemain pour dire même pas peur. Quand bien même on achète effectivement massivement Paris est une fête pour se rassurer qu'en fait Paris est toujours légère et Paris est toujours une fête. La vérité, c'est qu'en fait, je pense qu'on a une part d'insouciance, une part de légèreté en nous qui a été abîmée, qui a été attaquée et qui s'est en partie évaporée avec ces attentats-là, avec ce moment-là de novembre 2015, qui fait que du coup, depuis 2015, on s'aperçoit effectivement qu'un certain nombre de lieux publics sont de plus en plus désertés, que depuis 2015, on s'aperçoit que les gens vont moins dans des lieux collectifs et développent effectivement beaucoup plus qu'avant ce qu'on appelle la fête à la maison, la fête maîtrisée, la fête sécurisée, la fête qu'on contrôle, la fête moins angoissante. Et donc effectivement, je ne sais pas si Paris est encore une fête, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, Paris est moins légère et moins insouciante qu'elle ne l'était auparavant, et notamment avant les attentats. Et il y a une chose aussi, tu dois t'en souvenir parce que t'en parles dans le livre, je sais plus quelle est la référence littéraire pour le coup, je ferai pas l'erreur cette fois-ci, tu sais, cette excitation et en même temps de cette peur d'être invité à une fête. Ouais. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu parce que je trouvais ça hyper intéressant en fait. Je crois que c'est Maupassant, mais je suis pas très sûr, donc du coup je veux pas. Ouais, t'as raison. C'est les Loisel en fait dans une nouvelle effectivement de Maupassant qui s'appelle La Parure. En gros, Monsieur Loisel qui est fonctionnaire dans un ministère de la République, au ministère de l'Agriculture, si ma mémoire est bonne, qui en gros vient un soir, rentre le soir chez lui et va voir sa femme en lui disant regarde chérie, c'est merveilleux, j'ai 2 invitations pour la grande fête du ministère qui va se dérouler dans 2 jours ou dans 3 jours, etc., dans les locaux du ministère. Donc lui est très fier et très heureux d'avoir réussi à la force de son poignet à récupérer ces invitations très prisées. En fait, il est très surpris de voir qu'en fait sa femme quasiment se met à pleurer
en disant mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, tu vas y aller tout seul, je n'ai rien à me mettre. C'est la fameuse phrase qu'on connaît tous, c'est je n'ai rien à me mettre, je vais apparaître totalement comme un cheveu sur la soupe lors de cette soirée où il ne va y avoir que des gens bien habillés, il ne va y avoir que des gens effectivement très élégants et d'un milieu social auquel nous n'appartenons pas. Et donc effectivement elle se met à angoisser et spontanément elle refuse au départ d'aller dans cette fête. Et donc lui est très embêté et très ennuyé parce qu'il lui dit que c'est quand même dommage parce que c'est une façon de les faire sortir, c'est une façon et c'est une bonne occasion pour qu'ils sortent justement de leur milieu habituel et de leur petit train-train quotidien. Et donc elle va mettre en scène, mais comme on fait nous à chaque fois qu'on doit aller dans une fête, c'est en tout cas beaucoup de fois, elle va développer une stratégie pour avoir la meilleure parure possible, donc les meilleurs habits possibles, les meilleurs bijoux possibles. Et donc elle va appeler une amie à elle qui va effectivement lui prêter une robe, un collier sublime et exceptionnel. Et donc elle va lui prêter tous les attributs pour ensuite, elle puisse du coup participer à la compétition de la fête. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important et qui est intéressant dans ta question, c'est qu'en fait, la fête, il y a toujours une part de compétition. Il y a une part de mise en scène. Il y a une part de je veux être la plus belle et le plus beau. Je veux qu'on me choisisse pour aller danser. Parce que rien de plus angoissant de ne pas être choisi pour aller danser. Il y a une phrase effectivement dans Guerre et paix de Tolstoï qui est au bal il faut danser. Mais justement, à un moment donné, Natacha Rostov, dans ce livre de Tolstoï, elle est très inquiète de ne pas être choisie à un moment donné pour aller danser. Tu sais, c'est un peu le sentiment qu'on a tous et qu'on a tous eu peut-être, que tu as eu, en tout cas moi que j'ai eu quand j'étais enfant à l'école, c'est de ne pas être choisi, tu sais, dans une équipe. Le fameux quart d'heure américain. Je trouvais que tu parlais de quart d'heure américain. Moi. Non, c'est de ne pas être choisi, tu sais, dans une équipe. Tu sais, avant un match de foot, avant un match de basket ou avant une autre activité collective, il y avait toujours 2 chefs d'équipe. Et tu sais, c'était les équipes qui se constituaient comme ça, avec des noms les uns après les autres qui étaient égrenés. Chacun des 2 chefs d'équipe choisissait dans l'ensemble de la classe, les uns après les autres, la façon dont il voulait constituer son équipe. Et l'angoisse qu'on avait toujours, c'était est-ce que je vais être choisi en dernier ? Parce que c'est quand même la honte d'être choisi en dernier. Est-ce que je vais être choisi dans les premiers ? Parce que là, par contre, c'est la classe d'être choisi dans les premiers. C'est un peu la même chose dans une fête. C'est est-ce que je vais être choisi dans les premières ou dans les premiers pour aller danser ? Est-ce que je vais être choisi dans les premières ou dans les premiers pour aller prendre un verre avec quelqu'un ? Et effectivement, c'est ça, cette part d'angoisse en fait dans la fête. C'est d'une part l'angoisse d'apparaître comme un peu un cheveu sur la soupe parce que on est issu d'un autre milieu social et qu'on ne connaît pas forcément grand monde dans la fête. Ça, c'est le premier élément. Et effectivement, le deuxième élément d'angoisse, c'est est-ce que je vais parvenir à tirer mon épingle du jeu ? Est-ce que je vais parvenir à apparaître comme étant une espèce d'attraction dans la fête et dans la soirée ? Et c'est pour ça qu'il y a toujours un mélange d'angoisse et d'excitation, effectivement, dans la fête, qui fait que la fête, elle est belle et elle nous donne, en tout cas, des émotions et des sentiments qu'on n'a pas dans d'autres endroits et dans d'autres moments. Ton bouquin, je sais pas pourquoi ça vient de me revenir, j'avais pas vraiment pensé à ça avant, mais ça me fait vachement penser à cette chanson de Orelsan, tu sais, La fête est finie. Tu vois de quoi je parle ? Ouais, absolument. Et ça t'a inspiré quelque part cette chanson ou Bah ouais, en tout cas, j'écris effectivement une partie des paroles effectivement au tout début du livre, parce que ce qui est très beau dans cette chanson effectivement d'Orelsan, moi que j'adore, enfin j'adore l'artiste d'une part et j'adore effectivement cette chanson d'autre part, c'est le côté mélancolique en fait de la chanson où il dit si ma mémoire est bonne. Tu vois, quand il y a plus de verre par terre et d'alcool par terre que dans les verres, il a l'heure de rentrer. En gros, c'est un peu quand le jour commence à se lever, tu vois, il est l'heure un peu de rentrer. Et je trouve ce qu'il y a de très beau, effectivement, et très joli dans cette chanson, c'est montrer à quel point il y a une part de mélancolie en fait de la fin de la fête. Et ce qui fait aussi que la fête elle est belle, c'est-à-dire que normalement, quand la fête elle est un moment séparé du reste, quand c'est un moment extraordinaire, quand c'est un moment à part et un peu rare, et c'est ça aussi qui est important dans la fête, c'est que la fête faut qu'elle soit rare pour qu'elle soit belle. Il y a toujours une part de mélancolie et de tristesse quand elle se termine, parce qu'on se dit quand est-ce qu'on se reverra, quand est-ce qu'on pourra de nouveau faire la fête, quand est-ce qu'on pourra de nouveau avoir des sensations comme celles qu'on a eues ce soir, etc., etc.
Et sauf que cette part de mélancolie, de tristesse qu'on quitte une soirée ou quand le jour commence à se lever, bah, quand la fête est partout, et si la fête elle est partout, bah, finalement on la perd. On perd ce côté mélancolique. Or, c'est ce côté mélancolique qui nous fait aussi nous dire qu'on a envie absolument d'aller refaire la fête dans une semaine, dans un mois ou l'année prochaine quand on parle du jour de l'an par exemple. Et donc, ce qu'il y a de très beau effectivement dans cette chanson d'Orelsan, c'est la part de tristesse et de mélancolie qu'on a tous et qu'on a tous eu à la fin d'une fête quand on s'aperçoit qu'effectivement il est l'heure de rentrer. En fait, quand j'écoute ce que tu me dis, c'est que je me dis que pour faire revenir l'esprit de la fête, il faut faire moins la fête. En tout cas, c'est un peu ça le message. En tout cas, faut cultiver une part de rareté. Faut cultiver une part de rareté et il faut faire en sorte que la fête reste un moment extraordinaire, reste un moment qui sans téléphone, qui est vraiment à part, sans téléphone. Effectivement, ça c'est un élément aussi qui est important. Mais ouais, il faut cultiver, moi je pense, une part de rareté parce que sinon la fête redevient banale, la fête elle redevient aseptisée. Tu sais, c'est un peu comme il y a un autre exemple qu'on pourrait utiliser pour justement montrer à quel point la rareté c'est important. C'est le milieu du football où en gros aujourd'hui globalement, tu peux regarder absolument tous les matchs que tu veux. Parce que tu as beaucoup effectivement de chaînes qui permettent aujourd'hui un week-end de regarder peut-être, je sais pas, 15, 20, 30 matchs, 40 matchs, 50 matchs, en zappant évidemment, mais tu peux regarder l'intégralité des matchs de tous les championnats d'Europe, de tous les championnats du monde, parce que c'est à ta disposition grâce effectivement aux différentes chaînes et aux différentes plateformes. Le problème de ça, c'est que du coup, tu perds en rareté. Tu perds le côté super. Ce soir, il y a un match. Cool, on va se réunir pour regarder le match. C'est un moment sympa, c'est un moment rare, c'est un moment qui reste hors du temps et un peu exceptionnel. Il n'y a plus rien d'exceptionnel aujourd'hui dans le fait de regarder du foot, dans le fait de regarder un match de foot. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi, tu as une partie de la jeune génération qui se détourne de plus en plus effectivement du foot à la télé, parce que on perd ce côté là, il y a un gros match qui est rare. Là, il y a un match qui passe et qui est diffusé. Et justement, on ne veut pas le louper parce qu'il y a un côté rare. Et effectivement, ça te le banalise. En fait, la banalisation du football à travers l'intégralité des canaux de diffusion, c'est un peu la même chose que la banalisation de la fête à partir du moment où on la fait tout le temps. Très clair. Alors, la question va être relativement... Enfin, je pense que la réponse va être relativement simple, mais le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Je veux claquer la porte au téléphone. Tu vois, tu t'y attendais, c'était facile, hein. Mais facile. Je veux claquer la porte au téléphone, en tout cas quand on ouvre la porte d'une soirée, tu vois, pour à la fois l'ouvrir et la fermer. Donc voilà, je claque la porte devant le téléphone et pour bien l'ouvrir, pour aller dans une belle fête avec des gens que l'on ne connaît pas et avec qui on va passer une bonne soirée. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi, c'était cool. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.